Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat, édition spéciale ce soir autour de l'hommage national à Samuel Paty. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Emmanuel Macron a eu des mots forts pour saluer la mémoire de ce professeur d'histoire géo de 47 ans assassiné par un terroriste islamiste vendredi dernier. Il était de ces professeurs que l'on n'oublie pas, a dit le chef de l'État, qui a semblé d'ailleurs assez ému ce soir. Quasiment tout le gouvernement était présent et c'est toute la classe politique qui a assisté à cet hommage. Les présidents des deux chambres, Gérard Larcher, Richard Ferrand, les présidents de parti, Marine Le Pen, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon. On a aussi aperçu François Hollande, Lionel Jospin, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. Et puis, parmi les 400 invités à la Sorbonne, des enseignants, bien sûr, et des élèves, une centaine venus d'établissements d'Île-de-France. Nous reviendrons sur le choix des mots, le choix du lieu, le choix des symboles, avec dans un premier temps nos invités sénateurs et sénatrices qui, pour certains, étaient présents à la Sorbonne ce soir. Ils nous diront comment ils ont vécu ce moment. Et puis, dans un second temps, nous nous interrogerons sur les difficultés des enseignants et de l'école en général devant les atteintes à la laïcité. Emmanuel Macron a parlé d'un combat qui paraît aujourd'hui titanesque. Ces difficultés sont diverses, nombreuses et connues depuis longtemps. Beaucoup de profs ont prévenu, beaucoup ont eu le sentiment de ne pas être soutenus. Le chef de l'État promet de les protéger à l'école et hors de l'école. Nous ne renoncerons pas aux caricatures ni aux dessins. C'est l'un des messages forts que nous retiendrons ce soir. Avant d'en parler avec nos invités, retour sur cette cérémonie avec Aurélien Romano. C'est sur la musique de One de U2 que le cercueil de Samuel Paty est entré dans la cour d'honneur de la Sorbonne, dans une atmosphère à la fois rock, solennelle et émouvante. Une cérémonie à la nuit tombée, en présence de la famille du professeur d'histoire, bien sûr, mais aussi de tous les représentants de l'État. Un hommage républicain marqué par la lecture de 3 textes forts et touchants, lus par les amis et les élèves du professeur. Parmi ces textes, l'émouvante lettre d'Albert Camus à son instituteur. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissante élève. Samuel Paty a été décoré à titre posthume de la Légion d'honneur. Emmanuel Macron a salué son engagement sans faille au service de sa vocation. Samuel Paty était de cela. De ces professeurs que l'on n'oublie pas. De ces passionnés capables de passer des nuits à apprendre l'histoire des religions pour mieux comprendre ses élèves, leurs croyances. De ces humbles qui se remettaient 1000 fois en question, comme pour ce cours sur la liberté d'expression et la liberté de conscience qu'il préparait depuis juillet. La cérémonie s'est conclue par une minute de silence, le président visiblement ému, et la Marseillaise a retenti dans la cour de l'université. Et on va y revenir longuement sur cette cérémonie avec nous pour la première partie de cette édition spéciale. Loïc Hervé, bienvenue. Vous êtes sénateur Union centriste de la Haute-Savoie, secrétaire du Sénat, membre de la commission des lois. Vous avez assisté à cette cérémonie. Vous nous direz évidemment dans un instant comment vous avez vécu ce moment. Valérie Boyer est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes sénatrice LR des Bouches-du-Rhône et vous êtes également membre de la commission des lois. Marie-Noëlle Lienemann est avec nous ce soir à distance, sénatrice de Paris. Bienvenue, rattachée au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous êtes membre de la commission des affaires économiques et vous êtes enseignante de profession. C'est un point important ce soir. Xavier Iacovelli est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, membre du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. C'est le nouveau nom du groupe En Marche au Sénat. Et vous êtes membre de la commission des affaires sociales. Merci à tous les 4. Loïc Hervé, vous y étiez à cette cérémonie. Comment l'avez-vous vécu ? On a vu un président assez ému avec un discours relativement fort. Est-ce qu'il vous a semblé juste ce discours ? Nous sommes une République qui sait organiser ce genre d'événements dans des lieux symboliques et le choix de la Sorbonne était un choix qui était le bon. Quant au discours du président de la République, il est à la fois bien écrit et bien dit, je dirais comme souvent, comme toujours. Simplement, on était dans quelque chose de nouveau puisqu'on touchait aux questions de l'école, de l'éducation. Et donc, les engagements qui sont pris, même s'il a essayé de s'extraire du contexte politique, et on est bien dans un contexte d'union nationale. Pour autant, les engagements, vous les avez repris, les engagements qui ont été pris devant des millions de Français ce soir à la télévision,
sont des engagements de protection du corps enseignant vis-à-vis de choses dont élus locaux, enseignants, responsables associatifs font part à l'exécutif depuis des années. Ça n'est pas nouveau, les menaces sur les enseignants. Là, on est entré dans autre chose, puisqu'il y a eu un assassinat terroriste. Mais sur le fond, la question de la protection de l'école publique dans notre pays, de la capacité pour les enseignants de faire leur travail, est une question qui est posée. Et on commence à en vivre malheureusement un peu trop régulièrement, des hommages à des victimes du terrorisme. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que cet hommage avait quelque chose de particulier, notamment parce que, je le disais, vous êtes enseignante de profession? Oui, moi je l'ai trouvé globalement fort, bienvenu. Il a trouvé des paroles qui, je crois, sont justes, même si, évidemment, comme tout le monde, et plus particulièrement, je me souviens avoir participé au débat sur la réforme de l'école et d'avoir insisté de manière très lourde sur le soutien global que l'école doit apporter à ses enseignants, sur la transmission des valeurs républicaines qui doit être inlassable, mais pas seulement l'école, et tout l'entourage de l'école doit y contribuer, avec tout cet esprit critique, tout ce qu'il a dit très bien. Moi, je veux retenir que ce tragique drame doit être l'occasion d'un sursaut collectif et j'espère que les engagements pris de manière pas très précise, mais c'est normal dans ce genre d'événements, seront tenus dans la durée, de façon pérenne et sans contourner l'obstacle. Vous avez envie d'y croire. Valérie Boyer, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet hommage et de ce discours d'Emmanuel Macron? Un beau discours, comme d'habitude, j'allais dire, comme notre sinistre habitude, malheureusement, entre Jaurès et Camus. La figure de style, la prétérition dans la cour de la Sorbonne, ça avait du sens. On voit qu'on a la chance d'avoir une belle culture française, puisqu'on a ces lieux qui sont chargés d'histoire, chargés de mémoire. Et d'ailleurs, la caméra montrait souvent quelques devises, quelques mots en latin pour nous rappeler d'où nous venons. Donc tout ça était très beau, très émouvant. Moi, je vais vous dire, je ressens la même chose depuis Toulouse, depuis la Fermera, où c'est quand même un professeur qu'on a abattu à bout portant. C'était dans une école confessionnelle, certes, et des enfants. Donc on sait très bien depuis longtemps que l'école est menacée. Mais même si je sais qu'on a besoin de ces moments-là, je suis lasse de ces moments parce qu'ils sont trop nombreux. Et c'est vrai que, bon, aujourd'hui, j'étais pas à la commémoration, mais j'étais à celle pour Arnaud Beltrame, et on entend toujours la même chose. Donc c'est triste, on voit que le totalitarisme islamique avance, on voit que malheureusement depuis tous ces hommages, eh bien la situation, non seulement elle ne s'est pas arrangée, mais elle s'est aggravée. Et c'est ça notre difficulté. Et aujourd'hui, je crois qu'on a une difficulté interne, endogène, très clairement, par soit des étrangers qui vivent en France, soit des Français qui sont sensibles à ces tests terroristes. Et puis, on a aussi une difficulté extérieure. Et cette difficulté internationale, on ne l'aborde pas. Moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, alors que Samuel Paty vient d'être décapité, parce qu'il enseignait le programme, il enseignait le programme. Il a été, une cible a été mise sur lui, sur son corps, sur son intégrité physique, par des parents qui savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, qui ont même instrumentalisé les enfants, qui mentaient. On voit alors les ça, complicités. c'est l'enquête qui dira, évidemment. On voit quand même les complicités, puisqu'on sait très bien que le père d'une des jeunes filles, il a commandé l'assassinat. Et la justice avance vite, les policiers avancent vite. La justice avance vite, mais on va terminer ce tour de table quand même sur cet hommage. En même temps, en ce moment, aux portes de l'Europe, se joue encore une action terroriste de grande envergure, puisque nul n'ignore, même si on en parle très peu, que la Turquie et l'Azerbaïdjan sont en train de perpétrer un génocide en ce moment au Haut-Karabakh, en Artsakh. Alors c'est un sujet sérieux, que ce sont et on va pas le survoler ce soir. Non, mais c'est un sujet très sérieux. Non, mais ce sont les deux faces de la même pièce du totalitarisme islamique qui avance. Et on s'éloigne un petit peu de notre sujet ce soir. Je crois qu'on s'en éloigne pas. On peut pas traiter l'un sans l'autre parce qu'on voit bien combien la situation internationale rejaillit sur notre pays,
combien des pays étrangers payent des mosquées, financent le totalitarisme aussi. Donc c'est compliqué de traiter l'un sans l'autre aujourd'hui. Sujet intéressant, mais on va quand même terminer ce tour de table, si vous le voulez bien, avec Xavier Iacovelli sur ce discours, cet hommage, ce discours d'Emmanuel Macron. Ce moment fort aussi en émotion. Est-ce que vous sentez que cet attentat a peut-être marqué un tournant, y compris d'ailleurs au sein de la majorité que vous représentez ce soir avec nous ? Oui, déjà, je vois que Mme Boyer est toujours fidèle à ses convictions et je la ramène également à la guerre en Libye qui a été faite sous le gouvernement qu'elle défendait et qui, on ne peut pas dire, a été une grande réussite et nous a forcément pas aidé sur la situation et notamment en France. Donc, Madame Boyer, par contre, il faut apprendre quelque chose, c'est que sur Public Sénat, on essaie de se respecter et donc je ne vous ai pas coupé. J'aimerais que vous ne le fassiez pas pendant mon intervention. Donc oui, pour parler du discours, effectivement, c'est un discours à la fois d'hommage à cet homme, à ce professeur et à l'ensemble du monde professoral, mais également un message fort aux Français, très fort aux Français, et notamment avec cette phrase « En France, les lumières ne s'éteignent pas ». Je pense qu'effectivement, il y avait une émotion, un condensé d'émotions avec les 3 discours qui ont précédé celui du président de la République. Et je pense que c'était à la fois digne, nécessaire pour valoriser ce professeur qui, comme l'a dit le président de la République, est l'image de notre République. Xavier Iacovelli, encore un petit mot. Je vous demandais si c'était un tournant peut-être au sein de la majorité. Je pense à ça parce que j'ai retenu cette phrase tout à l'heure dans l'hémicycle de l'un de vos collègues, Philippe Pemezec. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas fermer les yeux, monsieur le ministre, parce que l'horreur vous a sauté au visage, parce qu'il s'est passé à Conflans la même chose qu'à Raqqa ou à Mossoul. Exactement. Ce sont des mots qui ont frappé les esprits tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat. Est-ce que vous sentez qu'un tournant, que nous sommes face à un tournant? Mais forcément, quand on a un de nos concitoyens qui est décapité sur le territoire français, autant dire que forcément les esprits changent. Et en tout cas, on a aujourd'hui une situation qui nous oblige à des réponses claires, concrètes, rapides, et pas forcément dans l'incantation ou dans un changement de constitution qui arrivera dans plusieurs mois ou plusieurs années si tant est qu'elle arrive, mais c'est bien des réponses rapides et efficaces aujourd'hui que les Français attendent, et c'est, je crois, l'ambition du gouvernement et du président de la République. Moi, ce que je voulais dire aussi, excusez-moi, vous m'avez coupé, mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ces professeurs, par rapport à ce professeur et l'ensemble des professeurs, nous, parents, on fait des enfants, des femmes et des hommes, mais l'école et les enseignants en font des citoyens. Et c'est tout cet enjeu et c'est tout ce soutien que nous devons apporter au monde de l'éducation nationale, c'est aussi les soutenir et faire en sorte qu'ils puissent exercer leur métier en toute sécurité et en respectant les valeurs de notre République, en inculquant ces valeurs de la République qui sont leur mission. Et donc voilà, moi je voulais aussi rendre hommage à tous les professeurs ce soir. Et c'est bien entendu, vous avez parlé aussi de fermeté, je voudrais qu'on écoute, et c'est un peu le principe de cette émission ce soir, d'écouter plusieurs extraits de ce discours d'Emmanuel Macron. Il a eu des mots fermes, écoutez. Ce soir, je n'aurai pas de mots pour évoquer la lutte contre l'islamisme politique, radical, qui mène jusqu'au terrorisme. Les mots, je les ai eus. Le mal, je l'ai nommé. Les actions, nous les avons décidées, nous les avons durcies, nous les mènerons jusqu'au bout. Ce soir, je ne parlerai pas du cortège de terroristes, de leurs complices et de tous les lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. Ils ne le méritent pas. Loïc Hervé, les mots sont assez forts, sont assez durs, sont assez fermes pour vous? Ça, c'est le début du discours. C'est-à-dire absolument, le les premiers début mots avec du discours. Des phrases négatives. Je ne parlerai pas, je ne dirai pas. C'est ce que disait Valérie Boyer, absolument. la prétérition. Oui. La prétérition. Donc c'est une figure de style qui est à propos puisqu'elle permet d'introduire le discours qui va plus parler de la personnalité de Samuel Paty et de l'inscrire dans un contexte, qui est le contexte qui nous réunit ce soir, qui est la question finalement de cette situation dans laquelle nous vivons. Donc là, il évoque
la situation avec un constat qu'on peut partager, c'est-à-dire un constat de il les nomme, de ce qui n'a pas été gravité. le cas de beaucoup de ses prédécesseurs. Oui, c'est vrai. Il parle de barbares, d'islamistes, Oui, il parle c'est de vrai. lâches. Et comme je l'ai dit, moi, dans une de questions d'actualité au gouvernement cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait concrètement, sans attendre une nouvelle loi sur la laïcité, sans attendre une nouvelle loi sur les fake news sur Internet, sans attendre quoi que ce soit, en droit constant, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'étrangers sur le territoire national qui sont sous Mais on peut décision aller vite, vous qui êtes sénateur et qui connaissez la navette parlementaire, on peut aller évidemment, vite. l'exécutif est en charge de l'application de la loi que nous votons, et Dieu sait qu'on en a voté des lois sur le terrorisme depuis Et ça va assez depuis vite. longtemps. Et ça va assez Non, vite. ça c'est fait. Enfin, On peut dire que dans 6 mois, dans 1 an, il faudra encore qu'on ait des évolutions législatives. Ce que je dis, c'est maintenant. Donc, appliquons la loi maintenant. Faisons appliquer les décisions de justice et les décisions administratives tout de suite. Chacun sait, et dans nos départements, que des décisions de justice prises par des tribunaux correctionnels ne sont pas appliquées. Qu'en France, personne ne purge une peine de prison. Quand on est condamné à 1 an, 18 mois de prison ferme, on ne le fait, y compris pour des faits de terrorisme ou des faits qui sont corollaires de cela. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par le ministère de la Justice, par le ministère de l'Intérieur, par le ministère de l'Éducation nationale, en droit constant, sans changer la loi, il faut qu'on change complètement de paradigme et qu'on donne des consignes extrêmement claires, extrêmement rapides. Moi, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur tout à l'heure de revenir devant nous dans 1 mois. Je vous assure qu'au nom du groupe Union Centriste, nous lui demanderons des comptes sur les 231 étrangers qui doivent partir pour savoir dans 1 mois combien seront effectivement expulsés du territoire national. Il ne s'agit pas de gens Donc qui la sont... fermeté des mots et la fermeté des actes, en tout cas. C'est ça. Et je le dis en tant qu'humaniste, en tant que modéré, en tant que centriste. Je le dis parce que je pense que dans les mois et années qui viennent, le sujet sera ensuite électoral. C'est-à-dire que la colère froide des Français fera qu'ils iront vers ceux qui tiendront les discours les plus durs. On sait qui c'est le Front National. Et donc si nous républicains, du champ républicain, c'est-à-dire humanisme modéré, etc., nous n'intervenons pas et que nous ne disons pas ce qui doit être fait maintenant, alors nous serons finalement, nous, touchés par une forme de lâcheté. Valérie Boyer, ensuite Marine. L'humanisme, c'est de protéger les Français. Et effectivement, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est d'appliquer la loi. Quand on sait que presque plus de 90% des OQTF, des obligations de quitter le territoire, ne sont pas exécutées, c'est juste dramatique. Quand on sait qu'on accorde l'asile à des personnes qui sont connues pour des faits de droit commun, mais comment on peut faire une chose pareille ? On marche sur la tête. Surtout que non seulement ça déstabilise la société française, mais ça coûte extrêmement cher. Vous savez, on avait fait des propositions au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, lors de la loi Collomb. Il y en a 15. Il n'y en a aucune qui a été prise en compte. Par exemple, des radios pour les mineurs, pour vérifier la minorité, notamment réduire l'immigration à son strict nécessaire, créer une peine minimale et compressive pour les individus radicalisés. Et aujourd'hui, il y en a plein, je ne vais pas vous lire les 15, mais aujourd'hui, M. Darmanin nous dit 231. En fait, il recycle une mesure qu'il avait annoncée le mercredi, c'est-à-dire malheureusement avant l'assassinat de Samuel Paty. Mais ce n'est pas 231 personnes étrangères radicalisées que nous avons malheureusement sur notre sol, c'est bien plus, et c'est lui qui le dit. Pourquoi ces personnes sont encore chez nous ? Ne me dites pas, et tout à l'heure, quand j'évoquais la situation internationale, elle est extrêmement claire. Ne me dites pas qu'il n'est pas possible de trouver des arrangements avec les pays de ces personnes. Nous avons des moyens. Nous avons, par exemple, les moyens, c'est l'aide au développement. Les moyens, ce sont les relations internationales. Et que fait-on au niveau européen ? Parce que la France est le 2e pays pour les demandes d'asile. Je précise quand même que Gérald Darmanin a répondu sur cette question des chiffres dans l'hémicycle et qu'il a bien dit qu'il y avait eu plus d'expulsions sous le mandat d'Emmanuel Macron depuis 3 ans que sous celui de Nicolas Sarkozy. C'est normal, mais cet exemple. On ne va pas comparer une situation qui n'était pas comparable. Sous Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas la pression terroriste, il n'y avait pas les demandes d'asile comme aujourd'hui. Mais quand on écoute les profs, la pression terroriste, la pression islamiste, la pression islamiste, plus longtemps que mais la pression terroriste, non. Je rappelle quand même que le premier attentat terroriste islamiste, vraiment 2012, qui a marqué, c'est la fin exactement, c'est juste quelques jours ou entre les 2 tours de la présidentielle, Mohamed Merah. Donc à un moment donné, je crois qu'il ne faut pas se moquer du monde et se moquer des Français. Ce ne sont pas des monstres qui sont nés sous le mandat d'Emmanuel Macron, vous serez d'accord avec moi. Mais par contre, ce sont des monstres qui sont arrivés
parce que le Pakistanais... Pas Mohamed Merah, Valérie non, Boyer. mais pas Mohamed Merah, mais le Pakistanais... Vous parliez vous-même de menaces endogènes, ce sont des menaces qui sont nées en France. Totalement, mais le passage à l'acte, c'est depuis 2012 et la guerre en Syrie. Et je suis désolée, mais le petit Pakistanais, soi-disant il y a moins de mineur, 15 jours, etc., lui, le jeune Tchétchène, et le Tunisien qui avait 7 alias, qui a assassiné Morane et Laura à la gare Saint-Charles, on en parle aussi. Et il y en a aussi, malheureusement, il y en a tellement qu'on les oublie parce qu'une horreur chasse l'autre. Mais la réalité, c'est quand même celle-ci. On va donner la parole à Marie-Noëlle Lienemann maintenant. Bon, moi j'entends bien mes collègues qui nous répètent à juste titre leurs propositions de durcissement et d'application des lois. Moi je suis convaincue qu'effectivement il y a un problème d'application des lois en France. Et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas... Je prends un exemple d'application des lois qui, évidemment, ne sont pas forcément en lien avec le terrorisme, mais qui montrent une incompréhension de la société française devant le respect de nos lois. C'est par exemple le nombre de personnes qui sont des femmes en burqa, qui vont chercher les gamins à l'école tous les jours et qui ne sont jamais condamnées, puisque c'est interdit d'être sur la voie publique ainsi. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une application rigoureuse des lois, qui doit être faite plutôt que de passer son temps à inventer des nouveaux dispositifs alors qu'on n'applique pas les premiers. Mais moi, ce que j'ai trouvé, et d'ailleurs, hélas, le drame pousse à cela, ce que j'ai trouvé un peu nouveau, en tout cas plus clair dans l'affirmation du président de la République, sans doute d'ailleurs en écho à ce qu'attendent les Français, c'est la bataille culturelle républicaine. C'est redonner à l'école les capacités de faire revivre l'idéal républicain, connaître non seulement les lois, mais d'avoir cet esprit critique, cette spécialité de notre France des Lumières. C'est ça qu'il faut redonner à notre jeunesse. Or, beaucoup de nos jeunes ne sont plus animés, et d'ailleurs, il ne faut pas non plus idéaliser le passé. Hein. Il y a eu des tas de gens qui, en 40 ou ailleurs, dénoncent les autres dans n'importe quelle condition, et l'humanisme passe par-dessus bord. Mais en tout cas, c'est la grande question, la résistance française à la perméabilité de ces idéologies. Et là, l'école publique doit avoir les moyens, à la fois en protégeant les enseignants, à ce que la hiérarchie soutienne ces enseignants. Moi, j'avais eu dans les débats, j'avais donné des exemples, où, au nom de l'ordre et de la pacification générale, on fait des concessions inacceptables sur le fond, sur le fait que l'enseignement, bah oui, la Shoah, toute une série de choses, le droit à la caricature, c'est normal. Et la deuxième chose, c'est donc le soutien aux enseignants, mais ça ne pas faire porter sur la seule école tout le poids de la transmission de nos valeurs. Il y a des tas d'autres lieux qui doivent y concourir. L'éducation populaire a été affaiblie, d'ailleurs. Il faut redonner les moyens à l'éducation. Les missions de l'école, c'est pas seulement transmettre les valeurs, c'est qu'il faut qu'il y ait et la promesse républicaine puisse s'y incarner. Donc il y a aussi besoin de moyens pour la réussite scolaire de tous ceux qui sont... Après, il y a la grande question de la mixité sociale. Mais en tout cas, j'ai entendu ce message sur la bataille culturelle, les moyens de l'école, la transmission des valeurs, l'idéal républicain. Moi, je pars du principe que, a priori, il faut que le président soit à la hauteur de ça. Donc nous, on doit concourir à exiger les moyens pour qu'on réussisse. Vous entendez tout cela, Xavier Iacovelli, la tâche est immense, hein, bataille culturelle, application de la loi, promesses républicaines, moyens donnés à l'école. Oui, le discours était fort, les promesses sont aussi nombreuses et parce que les enjeux sont aussi importants. Et moi, je rejoins Marie-Noëlle Lienemann sur cette bataille culturelle, à la fois pour réaffirmer les valeurs de la République, mais aussi cette bataille culturelle contre l'islamisme radical, contre l'islamisme politique. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on appelle vraiment à une unité de la classe politique, une unité des Français derrière ces valeurs et ces engagements du président de la République et du gouvernement. Après, moi, je voudrais réagir, je suis désolé, sur les propos de mes deux collègues qui sont en plateau. Mais Loïc Hervé, je ne peux pas vous laisser dire que le gouvernement aurait pu ne pas condamner, ne pas mettre en place les peines de prison pour ceux qui étaient condamnés pour peine de terrorisme. Vous vous rendez compte que... Ah si, c'est exactement ce que vous avez dit, Loïc Hervé. Je vous invite à réécouter vos propos. Non, moi je n'ai pas entendu ça en tout cas. Non, mais Madame Boyer, vous inquiétez pas. On vous laisse finir, Xavier Iacovelli, on vous laisse finir. J'en ai pour vous aussi. L'immigration, effectivement, quelle élégance.
l'immigration sous M. Sarkozy, excusez-moi, elle a été beaucoup plus importante que celle sous M. Macron. Et donc, ce qui prouve bien, Madame Boyer, que l'immigration n'est pas liée au terrorisme. Et donc, aujourd'hui, vous faites un amalgame du terrorisme par rapport à l'immigration, par rapport à l'étranger. Et vous voyez bien que, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur vous a répondu tout à l'heure dans l'hémicycle. Donc, et aujourd'hui, effectivement, 90%, ça c'est vos chiffres, mais 90% des OQTF ne sont pas... c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de rapport parlementaire. Mis en place. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on est dans un état de droit, Madame Boyer, que vous le vouliez ou non, on est dans un état de droit. Et donc, dans un état de droit, on respecte aussi les règles, les droits et les lois. Et en l'occurrence, il faut un laissez-passer consulaire pour pouvoir expulser les étrangers qui ont un OQTF. Et aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de pays ne nous délivrent pas ces OQTF, comme c'était le cas d'ailleurs sous le gouvernement de M. Fillon. Valérie Boyer, je vous laisse répondre. À un moment donné, je crois que la panique et la mauvaise foi ont des limites. D'abord, à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, on aura à peu près 1 million d'étrangers en plus en situation régulière et 1 million en situation irrégulière. Ça, c'est le trend à peu près. Et ce n'est pas des chiffres inventés, ce sont des chiffres qui sont dans tous les rapports parlementaires. C'est faire le lien entre immigration et terrorisme. Voilà. C'est à cela peut-être que vous pouvez répondre. D'abord, tout à l'heure, je l'ai dit, il y en a plusieurs. Il y a les relations extérieures, les pays étrangers, et même le président de la République en a parlé, qui soudoient, qui payent des associations, des mosquées, etc., des imams étrangers. On sait très bien que ça va pas dans le sens de lutter contre l'islamisme. Ensuite, nous avons des États voyous. Je vais vous citer un exemple, chers collègues, un exemple très concret. Pourquoi, monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas interdit les listes communautaires, et notamment les listes du parti Égalité et Justice de M. Erdogan en France? C'est une demande très concrète qu'on a faite. Est-ce que vous pensez... Qui a été faite ici au Sénat d'ailleurs, par Bruno Retailleau aussi. Exactement, moi que j'ai faite dès 2017. C'est simple, il y a eu 68 listes du parti Égalité et Justice aux élections législatives, et ça c'est pas loin, hein, c'est 2017. Et ensuite, on a bien vu que ce parti Égalité et Justice a essayé de s'introduire dans toutes les élections municipales. Donc voilà un exemple concret de l'intrusion de pays étrangers dans la politique intérieure française. Ensuite, nous avons, et ça c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité, des demandes, un dévoiement total du droit d'asile aujourd'hui, puisque on a cette année 2018-2019 presque 10% en plus de demandes de droit d'asile. Vous savez que la France est le 2e pays pour le droit d'asile. On en est à 177 000 demandes, sans compter toutes les demandes, excusez-moi de cette expression qui n'est pas très belle, mais en stock, que nous avons en France aujourd'hui. Et vous savez que la France, c'est aussi un pays de rebond du droit d'asile, puisque les personnes qui sont déboutées, et notamment en Allemagne, viennent chez nous. Les Afghans, qui constituent une des premières nations à demander l'asile en France. Alors, si ça, c'est pas une déstabilisation de notre... française, je ne sais pas Alors, je vous quoi le disais, on parle. on va écouter un autre moment fort du discours présidentiel, et il vous est adressé aussi un peu à vous d'ailleurs, mesdames et messieurs les élus, les parlementaires. Emmanuel Macron évoque une indispensable unité. Écoutez. Ce soir, je ne parlerai pas davantage de l'indispensable unité que toutes les Françaises et tous les Français ressentent. Elle est précieuse et oblige tous les responsables à s'exprimer avec justesse et à agir avec exigence. Oblige tous les responsables à parler avec justesse. Ce moment d'unité nationale, ça sera de courte durée, Loïc Hervé. On voit que c'est une parenthèse républicaine qui ne dure pas longtemps. On le voit déjà un peu sur ce plateau. Primo, sur le fond, je suis d'accord avec le président de la République. Effectivement, la mesure, et étant moi-même un modéré et un humaniste, n'en déplaise à mon cher Xavier Iacovelli, on pourra revenir sur le petit échange qu'on a eu, parce que je pense que c'est important. C'est important qu'on consacre l'unité nationale comme un principe d'expression. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'aborder les sujets. Et les parlementaires, et moi qui siège à la commission des lois, comme ma collègue Madame Boyer, nous avons un devoir de poser des questions, un devoir d'interpellation, un devoir de contrôle. Souvent, chez nos compatriotes, et je sors d'une campagne sénatoriale où ça a été souvent évoqué,
cette question-là même de la légitimité du Parlement, pendant l'affaire Benalla, pendant la crise Covid, vis-à-vis des affaires sécuritaires, c'est le faux, mais c'est notre boulot. C'est-à-dire que si jamais le Parlement se rend derrière une unité de façade en disant « celui qui parle, c'est le président de la République ». Ceux qui ont le droit de parler sont le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale, et les parlementaires n'ont plus le droit de parler. Mais c'est une fausse unité, puisqu'elle ne permettra pas, dans la période qui est la nôtre, de le faire. C'est intéressant que vous disiez pour que les téléspectateurs comprennent aussi pourquoi il y a autant de débats politiques. Non, mais je vous fais quand même remarquer que dans les questions qui ont été posées cet après-midi, peu sont les parlementaires de tous bords qui ont demandé une modification du droit. C'est plutôt l'exécutif qui parle de modifier le droit. Sur la loi dite séparatisme, qu'on attend le 9 décembre. Ou sur d'autres textes législatifs, on aura certainement un énième texte sur terrorisme, radicalisation, etc. Soit. Peu sont ceux qui ont demandé une évolution du droit. Beaucoup sont ceux qui ont demandé l'application du droit. Moi, je ne demande que ça. Et pardon de le dire, mais le boulot du Parlement, c'est de contrôler ce que fait l'exécutif. Et l'exécutif, son travail, c'est d'exécuter la loi. C'est sur la justice qu'il faut faire pression, sur Éric Dupond-Moretti, sur le garde des Sceaux. Notamment sur les juges des libertés et de la détention, sur les instructions que donne la place Vendôme, c'est-à-dire le ministère de la Justice, aux différents parquets sur le territoire pour dire cette question-là, vous avez une plainte qui est déposée dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police qui concerne un enseignant, vous devez, vous, procureur, vous, officier de gendarmerie, vous, commissaire de police, vous devez traiter ça en priorité, en urgence. Et vite. On a un problème de temporalité avec la justice. Dans l'affaire Paty, combien la machine, en fait... Va vite. Moins d'une semaine entre les contacts... On est dans une affaire judiciaire, soyons prudents. Mais entre les contacts pris entre le terroriste présumé et un père de famille, moins d'une semaine avant la commission des faits. Ça veut dire que si nous sommes dans un système administratif à la française, où évidemment... Avec une certaine lenteur, il faut bien le dire. Une lenteur qui est aussi le coureur de la protection des droits de tout le monde, c'est vrai. Mais n'empêche pas que si la vie des gens est en danger, à ce moment-là... Il y a une urgence. Moi-même, j'ai été protégé pendant 3 semaines par la gendarmerie en 2015 pour avoir été l'objet de menaces de mort dans une affaire liée à l'islamisme politique. Bah oui, moi aussi. Moi-même. Donc moi je sais de quoi je parle. Si j'avais pas eu un préfet, si j'avais pas eu un ministre de l'Intérieur qui à l'époque s'appelait Bernard Cazeneuve, qui avait pris tout de suite pour me protéger des mesures. J'étais sénateur-maire. Ça aide un peu quand même. Bah, peut-être. Mais oui, mais c'est ça le sujet. C'est qu'aujourd'hui... C'est aussi ça le sujet, bien sûr. Oui, sûrement. Je pense que Samuel Paty n'a peut-être pas été pris assez au sérieux et assez tôt. Et donc cette question-là, et je ne demande la modification d'aucune loi. Je demande simplement que la loi de la République soit appliquée et que dès qu'un professeur se sent en danger, l'institution, la justice, la police et la gendarmerie le protègent. Marie-Noëlle Lienemann, il nous reste assez peu de temps. Écoutez, moi, je pense que l'unité n'est pas l'unanimisme, parce que ce serait la négation même de ce qu'est notre République et la démocratie. On a des objectifs qui, je crois, unissent les Français, et il est légitime qu'on ait des débats sur la façon de les atteindre. Donc, les moyens qu'on dégage, les priorités qu'on retient, et la manière dont mon collègue a raison, on les met réellement en œuvre. Moi, je crois qu'il y a, parce que je pense que la question de l'immigration mérite un débat en soi, mais dans cette affaire, l'essentiel, c'est quand même la protection, d'une part, de l'école, des enseignants devant leur mission, la capacité à la société française à les soutenir et aussi à transmettre les mêmes valeurs. Et je prends plusieurs exemples. Il n'est pas normal que le contrôle sur Internet et si peu de moyens. J'ai vu qu'on on annonçait 100 postes pour le phénomène Pharos. Je pense qu'il faut s'interroger sur comment on suit les réseaux sociaux autour des établissements scolaires, parce que vous avez aussi le harcèlement pour des enfants. Vous avez aussi des pressions. Rappelez-vous la jeune fille qui, j'espère qu'elle est rescolarisée. Donc là, on a tout un travail elle est de dépistage. Elle est rescolarisée, mais en internat. C'est des moyens. C'est des moyens essentiels qu'il faut dégager.
au-delà des moyens qu'il faut donner à l'école. Il nous reste 30 secondes. Xavier Iacovelli, si vous êtes rapide, et éventuellement Valérie Boyer, si vraiment vous êtes concise. Xavier Iacovelli. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Marie-Noëlle Lienemann sur la nécessité qu'il faut des moyens supplémentaires, à la fois sur le contrôle des réseaux sociaux, et on voit bien la problématique aujourd'hui des réseaux sociaux, le harcèlement que certains élèves, certains professeurs peuvent avoir sur les réseaux sociaux. On voit bien là la dérive aujourd'hui des réseaux sociaux et l'appel à des fatwas contre Samuel Paty, et avec le drame que cela a provoqué. Il faut aussi des créations d'emplois supplémentaires sur les renseignements, parce qu'on sait très bien que la lutte contre le terrorisme islamiste et le terrorisme dans son ensemble, c'est avant tout sur le renseignement. Et donc c'est aussi pour ça que le gouvernement a annoncé 330 emplois supplémentaires pour le renseignement en particulier. Et puis moi j'appelle effectivement un peu d'humilité sur l'ensemble de la classe politique, parce que on voit bien, cette famille de Tchétchènes a fait sa demande d'asile sous Nicolas Sarkozy, a eu la nationalité sous François Hollande et a commis un acte terroriste sous Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'on est tous aujourd'hui un peu responsables de cette situation, et donc on doit faire front commun pour lutter et protéger nos concitoyens. Valérie Boyer, en 10 secondes. L'unité, c'est aussi le respect de l'opposition. Je rappelle que malheureusement, La République En Marche ne prend aucun amendement au Parlement. À l'Assemblée nationale, 0,5 amendements, 0,5 amendements, et 40% des Républicains qui votent les lois de La République En Marche, que le Sénat a produit 12 rapports parlementaires sur cette question, et pourtant qu'il n'en a été tiré aucun enseignement par le Parlement, qui a le dernier mot. Et on s'arrêtera là. Merci à vous, merci à tous les quatre d'avoir participé à la première partie de cette édition spéciale. On va continuer avec une deuxième partie consacrée très spécifiquement à la situation des enseignants et de l'école face aux atteintes à la laïcité. Emmanuel Macron l'a dit lui-même ce soir. Vendredi, en apprenant la décapitation de Samuel Paty, il a